le fait d'avoir des valeurs bien définies ont permis aux gens de comprendre les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place. Le collectif s'est mis en place également et il y a eu un excellent fonctionnement, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Je dis nous, moi et l'équipe de direction, parce que c'est un mode de fonctionnement qu'on n'avait jamais utilisé. Et je le regardais plutôt avec méfiance. Il se trouve que pas du tout. Non seulement ça s'est bien passé, mais ça s'est très bien passé. On a réussi à mettre en place des procédures. Ne pouvant plus voyager, étant tourné à l'international, il a fallu s'organiser pour continuer à travailler sans être présent chez nos clients à l'autre bout du monde. Donc, il y a eu un très, très gros travail qui a été fait d'accompagnement du client, mais à distance. Donc, beaucoup de documentation, beaucoup de procédures. Évidemment, l'utilisation des outils de visioconférence, même pour des périodes de démarrage des installations. On a, même en confinement et en télétravail, une partie de nos équipes étaient d'astreinte le week-end, comme si elles étaient d'astreinte quand on démarre une usine en Irlande ou ailleurs, pour s'assurer que le client, lui, ne soit pas impacté. Donc, il y a eu une implication extrêmement forte des équipes en télétravail, une demande très rapide des équipes qui étaient totalement arrêtées de revenir travailler, et donc une attente de comment on pouvait faire au-delà des obligations qui étaient les nôtres au niveau légal. Donc, il y a eu une adhésion totale à la situation exceptionnelle, aux conditions exceptionnelles. Donc, au niveau collectif, ça a marché. Je veux dire, les valeurs qui ont été les nôtres ont permis à l'ensemble des collaborateurs de comprendre qu'il y avait un intérêt collectif à travailler dans des conditions tout à fait particulières. Et donc, il y a eu une implication, deuxième niveau, une implication individuelle où les gens se sont révélés dans cette situation-là je dirais, en dépassant leurs responsabilités quotidiennes. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions, dans les exemples que je viens de citer, comment on peut justement continuer à travailler alors qu'un des paramètres clés de notre activité, qui est la présence internationale, je dirais, et proche de nos clients, lorsque cette présence n'est plus possible, comment on peut faire pour pallier que l'activité ne soit pas impactée ou le soit le moins possible. Et donc, il y a eu au niveau individuel une réalisation, je trouve, un dépassement de la responsabilité classique que l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs ont au quotidien, parce que la situation, disons, les a fait se dépasser, je dirais. Alors ça, c'est d'un point de vue très clairement professionnel par rapport à des compétences professionnelles. Mais le troisième niveau, et celui qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils ont eu aussi des comportements inattendus au niveau personnel de soutenir l'entreprise. Un exemple peut-être anecdotique, mais qui est pour moi extrêmement représentatif. On se déplace beaucoup, donc on a des frais, donc on a des avances de frais qu'on donne à nos collaborateurs. Et certains rentrant à l'évidence dans une période de confinement où les déplacements allaient s'arrêter, n'ont pas demandé à être remboursés de ces frais qu'ils avaient générés avant le confinement pour supporter l'entreprise. Donc, il y a eu une prise de conscience aussi, j'allais dire, éthique de chacune des collaboratrices et collaborateurs pour participer à l'effort de guerre de l'entreprise. Et moi, ça, c'est… Alors, pour conclure, je m'en doutais, mais très franchement, ça a été une vraie révélation due à la période très particulière que nous avons traversée. Merci. Eric, est-ce que tu analyses cet aspect de la crise en tant que potentiel? On a parlé surtout du potentiel, mais des limites. Tu m'entends? Je n'entends pas très bien, là, ça a sauté plusieurs fois. Alors, moi, ma vision par rapport à ta question, je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Mathieu. Et pour essayer de comprendre ça, c'est de dire comment on peut caractériser ce qui s'est passé donc, le 18 mars, je crois que c'était le 18. C'est un événement qui était soudain, brutal,
qui s'est imposé à tous et qui changeait nos habitudes profondément du jour au lendemain, sans qu'on ait eu de discussion avant, sans rien. Et ça, je pense que dans l'histoire, ça fait très très longtemps que ça n'était pas arrivé. L'exemple que je viens de donner, moi, c'était le vendredi soir avant le confinement. Je terminais une animation à Nantes. J'étais à l'aéroport, je rentrais sur Marseille et je devais animer le lundi, mardi, mercredi sur Paris, pendant 3 jours. Et j'apprends à l'aéroport le soir que l'animation était annulée. Et là, je me suis dit quoi? Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes 3 jours vides, quoi? Je n'étais pas habitué à avoir 3 jours dans mon agenda totalement libéré et puis brutalement, quoi. Et c'était ma première interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que effectivement, ce qui s'est passé, ça nous bouscule dans notre intime, hein, et on peut pas dire que quand on traverse cette période-là, sans avoir un vécu émotionnel fort, alors qui sera plutôt positif, plutôt négatif, plus ou moins profond en fonction des personnes ou des organisations. Parce que ce qui est vrai là au niveau d'un individu, c'est également vrai au niveau de l'organisation. Et bien évidemment, c'est dans ces moments un peu plus extrêmes, hein, que notre façon de faire va se révéler d'une façon différente. Quand vous êtes sous stress, vous agissez pas pareil que quand vous n'êtes pas sous stress. Hein. Et là, donc, c'était une situation structurellement stressante pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est là qu'on voit des comportements qu'on n'avait jamais vus auparavant. Alors, il y a eu des comportements effectivement très positifs, donc on a pu voir. On a pu aussi observer, moi j'ai vu dans certaines entreprises, des comportements plus négatifs, où les gens n'étaient vraiment pas bien, étaient plus en renfermement sur eux-mêmes. Hein, on a pu observer ça également. Mais ça, c'est dû pour moi vraiment au fait que c'est une situation exacerbée, ce n'est pas une situation habituelle. Et donc, on n'a pas nos comportements que l'on a de façon normale. Très bien, merci. Durant les échanges, on a aussi beaucoup parlé des valeurs au sein de l'entreprise. Alors, moi, j'ai fait un constat. Il y a une partie des entreprises qui avaient déjà bien défini leurs valeurs, qui savaient les formuler et qui ont pu observer finalement, qu'en se rattachant ou en utilisant leurs valeurs, déjà, ils avaient pu voir que les valeurs fonctionnaient, les aidaient et ça les avait aidés à surmonter cette crise et à fédérer les équipes. Enfin, en tout cas, à surmonter différemment cette crise. Et puis, il y a aussi les autres entreprises qui ne savaient pas parler de leurs valeurs. Mais en fait, c'est ce que j'entendais. Parce que quand ils présentaient les difficultés qu'ils avaient avec des collaborateurs, finalement, ou avec des attitudes, des comportements, finalement, ils ne parlaient pas en termes de compétences ou en termes de tâches. Ils parlaient vraiment en termes d'attitude. Et des dirigeants me disaient, voilà, je m'aperçois que finalement, pour moi, dans l'entreprise, ce qui est fondamental, c'est ce type de positionnement, c'est ce type d'attitude, c'est ce type de personnalité. Et c'est vrai que ça m'interroge parce que je pense que c'est aujourd'hui peut-être le bon moment pour les entreprises de recommuniquer sur leurs valeurs pour fédérer à nouveau, ou peut-être de les définir pour la première fois ou les repenser en collectif. Mathieu, tu peux nous faire part de ton avis sur ce point? Moi, je suis tout à fait d'accord avec je dirais, l'indispensabilité de la définition des valeurs. Encore une fois, on ne parle pas de compétences, on ne parle pas de stratégie, on parle vraiment de valeurs humaines, de fondements pour faire adhérer un groupe à une idée et à une direction. Nous, on fait partie plutôt de la première catégorie que tu citais, Julie, en ce sens que les valeurs de Rhodia sont depuis tout temps n'ont jamais changé en réalité et sont établies et claires pour l'ensemble des équipes. Sont des valeurs de loyauté, d'implication, d'humilité, j'y tiens beaucoup, et de ce que j'appelle de l'intelligence de la situation, ce qui est en fait l'équilibre juste entre être convaincu et certain de ses compétences professionnelles, de ses compétences de conviction quand on est commercial, et la bonne dose d'humilité pour ne jamais tomber dans le vouloir avoir raison, qui en termes professionnels n'a pas beaucoup de sens. Et toutes ces valeurs-là, elles étaient effectivement bien définies avant le confinement. On s'est tout simplement appuyé dessus. La loyauté, évidemment, c'est une loyauté réciproque, hein, il ne faut pas se tromper. Quand on parle de loyauté, ce n'est pas un système féodal où les équipes sont loyales à leurs dirigeants. Non, il s'agit d'une loyauté réciproque où on se fait confiance en fait.
Les gens ont envie de travailler avec des gens avec lesquels, en lesquels ils ont confiance, mais ça marche dans les deux sens. Donc ça, le fait de communiquer en tant que dirigeant et d'essayer le plus possible de rassurer par rapport à l'outil de travail, par rapport aux conditions de travail dans le futur, tout simplement par rapport à ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, dans une situation comme ça, il faut être clair, tout ça, ça marche. Et c'est ça, je pense, qui a permis de traverser correctement la période en question, qui a fait que les gens ont compris sans qu'il y ait besoin de leur demander que ces valeurs-là, on les retrouvait, que c'était ce qui allait nous faire traverser le confinement et ensuite le déconfinement, on y est encore, hein, avec des attitudes que je qualifie d'intelligentes globalement. Oui. Ouais. Ok. Merci. Les valeurs pour nous au sein du cabinet, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie dans nos missions de recrutement. On l'observe aujourd'hui clairement, hein, les cadres sont prêts à quitter leur travail, hein, à condition qu'on leur offre plus de sens. En tout cas, aujourd'hui, des cadres et des dirigeants, ils ne bougent pas pour un salaire, pour le nom d'une entreprise ou pour une taille d'entreprise. Donc, on questionne beaucoup nos clients. Ils ne sont pas toujours en capacité de bien nous répondre. Mais en tout cas, on arrive à faire la différence et à attirer les meilleurs pour nos clients quand on est en capacité de parler d'une culture, de valeurs et aussi de la personnalité du dirigeant. Alors, quand j'ai commencé à préparer cette Inspiring Stories la semaine dernière, je me suis dit, bon, avec la crise économique, il va peut-être y avoir un peu de changement, hein. On va peut-être choisir plus facilement un travail, même si on n'est pas totalement en compatibilité avec les valeurs. Et puis finalement, après les résultats des élections dimanche, je me dis, peut-être pas, hein. Donc, pour moi, ça pose question. En tout cas, Eric, peut-être tu peux aussi nous en parler parce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi, hein, sur les valeurs en termes d'attractivité, enfin, en quoi elles peuvent être un levier d'attractivité pour les entreprises. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de définir ce qu'est une valeur. Quelle définition on pourrait dire à valeur? Une définition que moi j'aime bien est la définition suivante, c'est une valeur, c'est ce qui est important pour moi ou pour nous, si on se situe à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Donc, c'est ce qui est important. Et comme c'est important, du coup, ça va guider potentiellement mes conduites, mes façons d'être, mon éthique personnelle. Dans l'entreprise, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Julie, la valeur est pour moi aussi important, hein, elle fait partie d'un espèce d'un triptyque, où d'un côté, on a la vision de l'entreprise, de l'autre côté, on a le sens que l'on met à ça, et en troisième, où on met la partie stratégie. Donc, ça répond aux questions pour moi, c'est où on va, c'est la vision, pourquoi on y va, donc c'est la notion du sens, et comment on y va, donc à la fois les grands axes stratégiques, et pour moi, les valeurs s'inscrivent dedans. C'est une façon, à un moment donné, de choisir un axe stratégique, est-ce qu'on veut telle valeur ou telle autre valeur. Ça, c'est le choix de chacun. Et les valeurs, pour moi, quand on crée des valeurs, ça correspond à trois questions essentielles. Premièrement, c'est, entre nous, collectivement, c'est qu'est-ce qui nous identifie, c'est quoi notre raison d'être, notre façon de faire, notre touch, un petit peu derrière, qu'on doit retrouver dans les valeurs. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui est important pour nous, de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on veut être. Et le troisième point, c'est quelle image on veut donner à l'extérieur. Et là, effectivement, donc là, on rejoint la notion d'un candidat qui sera plus attiré par une entreprise qui a des réelles valeurs qu'une entreprise qui n'affiche rien. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a fait qu'un bout du job. Parce que l'important, ce n'est pas uniquement de définir des valeurs, mais c'est de dire, et très souvent les valeurs sont définies sous des mots qui sont assez génériques. On va dire effectivement, c'est l'adaptabilité, le sens client. Et ces mots-là, il faut qu'on soit d'accord entre nous au sein d'un collectif, c'est quelle signification on en met derrière. Avoir le sens client, selon moi d'où je viens ou d'une autre personne d'où elle vient, on peut avoir une idée différente de ce que l'on met comme signification. Donc pour moi, il y a un premier job à faire quand on met en place des valeurs et pour qu'elles vivent dans l'entreprise, c'est quelle signification on met avec ça. Le deuxième point qui est extrêmement important, ensuite, c'est comment on traduit ça en comportement observable qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir se dire, OK, on est dans la valeur ou on n'est pas dans la valeur. Si par exemple, moi ma valeur c'est le sens du client,
La signification, ça peut être on privilégie tout par rapport au client, celle-ci ou une autre, hein, mais si on s'est d'accord là-dessus. Et peut-être qu'un des comportements observables par rapport à ça, c'est de dire toute demande client, on répond dans les 20 minutes. Et ça, on peut le mesurer. Mesurer le sens du client, c'est extrêmement compliqué. Mesurer le fait qu'on a répondu ou pas au client en 20 minutes, ça, on peut faire, on peut faire. Et si on arrive à faire, c'est bien. Si on n'arrive pas à faire, on peut se poser la question pourquoi, pour pouvoir rétablir la situation. Donc, c'est d'un côté la notion, quelle est la valeur, quelle est sa signification, quels sont les comportements observables. Et moi, quand je travaille avec des clients dessus, je privilégie toujours 4-5 comportements observables par valeur. S'il y en a trop, après, on ne peut plus non plus en avoir. Mais maximum 4-5 valeurs aussi, de façon générale. Après, une fois qu'on a fait ça, il y a tout le travail de plan de déclinaison. Hein, maintenant, c'est comment on décline ça dans toutes les strates de l'entreprise. Et là, plus on va faire participer tout le monde à la création de ces valeurs, plus ça va aider effectivement à leur appropriation. Et puis, une fois qu'on a mis en place le plan de déclinaison, c'est le suivi des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, c'est quelque chose qui est actif, ça vit tout le temps dans l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose, à un moment donné, qu'on va afficher dans le couloir à côté des toilettes, là, sur le panneau de fiches obligatoires, parce que ça, on le rencontre régulièrement, hein, cet aspect-là. Là, ce n'est pas la peine. Vous ne faites pas de travail sur les valeurs et vos valeurs ne vont pas vous porter. Les valeurs, pour qu'elles portent, pour qu'elles rentrent dans les gens. Il faut que ça soit quelque chose et tout de suite, quand on rentre dans une entreprise, on doit le sentir quelque part. Hein, moi, des fois, je crois dans les entreprises, on sent tout de suite ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas bien. Ça se voit dans l'ambiance, dans les façons de faire. Voilà. Et pour moi, les valeurs, elles participent à tout ça, à cette reconnaissance que l'on a. Et naturellement, on se dit, c'est OK. Ce sont des valeurs. Ok, et Eric, tu as un point de vue, tu ressens, voilà, tu as continué à coacher des dirigeants pendant cette période et encore maintenant. Est-ce que, voilà, quand on voit d'un côté la crise économique qui enfle, mais d'un autre côté la vague écologique, comment tu perçois la suite? Est-ce que les valeurs vont continuer à prédominer dans le choix d'une opportunité professionnelle pour un cadre ou un dirigeant? Alors, une petite question simple. Hein. Si aujourd'hui, vous avez le choix entre un beau job, je dis n'importe quel chiffre, on va dire à 100 000 € annuels brut, dans une boîte dans laquelle vous ne vous ressentez pas. Vous allez aux entretiens, vous ne sentez pas les personnes, vous ne sentez pas l'entreprise, elle n'a pas une bonne réputation sur le marché. Ou vous avez un job à 90 000 € brut, 10 000 € de moins quand même, hein, mais dans une entreprise dans laquelle vous vous sentez dans les valeurs, dans les rencontres avec les personnes, quel choix vous faites? C'est personnel. Hein. Moi, je prends la deuxième solution. Hein, parce que, effectivement, je pense que la notion de ces valeurs sera quelque chose qui sera de plus en plus fort. Mais les valeurs, c'est comment je me ressens par rapport à quelque chose. Ce n'est pas une bonne valeur ou une mauvaise valeur, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est comment moi je me ressens par rapport à quelque chose et comment j'ai envie d'aller vers ça. Donc, moi, je pense effectivement que les valeurs seront de plus en plus importantes, encore plus dans la période, les 1 ou 2 ans qui vont venir, il y aura quand même un big bang économique qui va quand même se passer dans beaucoup de marchés. Donc, voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir tenir des bonnes valeurs. Ça permet de fidéliser les gens en interne et d'attirer plus facilement des personnes d'externe. Et je pense que la fidélisation des personnes aujourd'hui est aussi un facteur extrêmement important. Ouais. Juste un petit commentaire, Julie, par rapport à ce que vient de dire Eric. C'est pas plus tard qu'hier, j'ai comme habitude, on est encore à une taille où c'est possible, j'ai comme habitude de voir l'ensemble des candidats qui pourraient nous rejoindre, quelles que soient les équipes. Et j'ai reçu hier une candidate pour rentrer dans l'équipe de comptabilité. Et il s'est passé exactement ça. Je le fais non pas pour juger des compétences de la personne, ça c'est les équipes qui le font, mais je le fais pour voir s'il y a une adéquation. Alors en quelques minutes, c'est parfois compliqué, mais l'exemple d'hier, il était vraiment flagrant. La personne nous rejoint alors qu'elle a un travail, alors certes en chômage partiel actuellement, mais qu'elle peut retrouver dans un laps de temps relativement court, hein, puisque elle parle de retrouver un travail quotidien de son travail, début septembre, mais elle souhaite changer pour des questions de valeur. Elle parlait de stabilité, elle parlait
d'orientation de l'entreprise, du cadre de travail. Et elle a fait exactement le même exercice. Elle a accepté une réduction de salaire, puisque le poste que nous lui proposons est un petit peu différent de celui qu'elle a actuellement, donc avec une grille salariale qui n'est pas exactement la même. Ben, elle accepte, pour ces raisons-là, de rejoindre une entreprise en étant payée moins, mais parce qu'elle, au-delà de détails, de valeurs, etc., simplement parce qu'elle a l'impression qu'elle va s'y sentir mieux. Donc, il y a une adhésion, même au-delà de… Alors, je ne sais pas si c'est un exemple qui est totalement représentatif de la situation économique actuelle, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et ce n'est pas la première fois que je reçois des candidates et des candidats qui ont ce réflexe-là. Tout à fait. Je confirme, hein, ça nous arrive également souvent d'avoir un candidat qui est prêt à prendre un petit risque de perte de salaire temporaire parce qu'il est tiré par le projet d'une start-up, par exemple, et qui veut vraiment vivre une nouvelle aventure et qui lui parle. Je te rejoins. Ok. Alors, un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est vrai que les dirigeants, qu'ils aient été coachés ou pas pendant le confinement, semblent avoir également beaucoup appris sur eux. Ils ont vu souvent leur posture, leur rôle, leur mission changer. Ils ont dû s'adapter. Et beaucoup d'entre vous ont vu aussi leur communication et leur management évoluer par la force des choses et agir différemment auprès des équipes et auprès des individus. Donc, Mathieu, ça m'intéresserait que tu nous parles de ton expérience sur ce point-là, sur comment a évolué en fait ton leadership et tes missions de président. Je dirais qu'elles ont effectivement beaucoup évolué. Pour moi, ça a été une période très fatigante, comme pour beaucoup, parce qu'il a fallu d'un seul coup être directement impliqué dans des décisions au quotidien. Quand il a fallu réorganiser en télétravail, s'assurer des décrets d'application, l'évolution des décrets d'application tout au long du confinement, quand est-ce qu'on pouvait en ressortir, quelles implications ça pouvait avoir sur la reprise du travail en présentiel pour les équipes de production, etc. etc. Donc, période très, très riche, très fatigante, mais en même temps, une période que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle a fait effectivement évoluer la communication que je pouvais avoir avec les équipes en la rendant beaucoup plus directe, en la structurant aussi, là où elle ne l'était pas forcément avant. Par exemple, en prenant le pouls de la société à travers les chefs de service qui étaient naturellement en contact direct, mais également en communiquant directement et beaucoup plus en termes de jeu qu'en termes de nous. Parce qu'il y avait une attente, une communication hebdomadaire directement avec l'ensemble des équipes pour les tenir au courant de comment on faisait évoluer les choses, quelles décisions étaient prises par le COMEX quasiment quotidiennement sur la santé de l'entreprise et sur les perspectives qui s'offraient à nous, tant en termes de logistique qu'en termes stratégiques de prise de commande, parce que la société a continué à travailler et à performer tout à fait correctement. Donc, il y a eu une évolution, je dirais, d'une position un petit peu plus patriarcale que simplement de dirigeant. Et pour revenir sur les valeurs et la réciprocité des valeurs, encore une fois, l'effet de groupe, pour moi, le collectif est très important et j'ai eu un retour extrêmement satisfaisant de cette manière de communiquer. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir, même si, encore une fois, c'était très prenant, mais c'est le rôle. C'était un vrai plaisir parce qu'au final, ce qu'il est resté, c'est que tout le monde a apprécié les décisions que je pouvais prendre, mais que nous pouvions prendre de manière plus collective, en comprenant un fondamental de base, c'est que dans une situation comme celle-là, il n'y a pas de solution de bonne décision universelle. Il y a des décisions qu'on essaye de prendre, j'allais dire, pour le meilleur possible, mais il n'y a pas de vérité dans une période de confinement et de crise sanitaire. Et ça, le plus grand retour, le côté le plus positif que j'ai reçu, c'est cette compréhension-là. Les gens adhéraient au fait que oui, on fait au mieux pour le groupe. Et ça m'a fait beaucoup évoluer. Et là, on sort de confinement, partiellement, petit à petit. On est encore en télétravail partiel, mais l'ensemble des équipes à la production et à la R&D sont revenus. Et le retour au quotidien,
on a l'impression qu'on a gagné la Champions League, quoi. Si je veux faire un parallèle sportif, c'est pas seulement on a pris un grand contrat, c'est pas seulement on a innové et trouvé déposé un brevet hyper intéressant. C'est collectivement, on a eu une grosse victoire, quoi. Et ça se ressent vraiment au quotidien avec les équipes. D'accord. Et tu ne crains pas, du coup, après ce grand enthousiasme, voilà, comment on fait pour capitaliser sur cette énergie? C'est peut-être une question. Peut-être qu'Éric, tu vas pouvoir aussi nous répondre à ça. Juste très concrètement, nous, ce qu'on a décidé, c'est de maintenir un certain nombre de dispositions exceptionnelles qu'on a établies, et notamment de communication avec les équipes. On n'était pas très réunion. Nous, on est une des faiblesses peut-être des PME, c'est qu'on a tout le temps le nez dans le guidon, et que se réunir pour penser, réfléchir, prendre un peu de recul, c'est toujours quelque chose qui passe au second plan quand la société marche correctement ou marche fort. On ne prend jamais ce temps-là. Là, on va le prendre. Et on va essayer de le prendre intelligemment pour continuer à être sûr que justement cette victoire, on capitalise dessus et que ça devienne un cercle vertueux pour le futur, et pas retomber dans les travers d'un quotidien qui était celui d'avant le confinement. Même si globalement tout allait bien, il y a toujours des choses à améliorer. Très bien, on va revenir juste après sur certaines choses que tu viens d'évoquer. Éric, sur l'accompagnement peut-être de dirigeants, comment tu perçois les choses? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, sur l'accompagnement des dirigeants, moi je vais prendre mon propre cas, comment j'ai vécu ça, et notamment les enseignements que j'ai pu tirer de ça, de cette période, parce que je pense qu'il y a des vrais enseignements. Comme je disais tout à l'heure, c'était un événement soudain, brutal, qui s'est imposé à nous, qui a changé nos habitudes. Donc, bien évidemment, ça crée des vécus émotionnels forts. On vit des choses qu'on n'avait pas vécues jusqu'à maintenant. Moi, le premier enseignement que j'ai appris, je pense que pour un dirigeant, c'est absolument essentiel, ou un dirigeant ou un manager, c'est apprendre à gérer ma frustration. Moi, j'étais hyper frustré au début parce que j'ai plein de projets, plein de belles choses qui devaient se faire, et puis du jour au lendemain, plus rien, quoi. Aussi bien professionnel que personnel. On avait un mariage dans la famille, pouf, le mariage a été annulé, quoi. C'est violent en même temps, donc on s'en veut, mais pourquoi on n'est pas content? Alors, d'autant plus que ce qui est très pernicieux dans cette histoire, c'est que l'ennemi qu'on avait en face de nous, il était invisible, quoi. On n'a pas eu de guerre, à un moment donné, le président a parlé de guerre, mais par rapport à un ennemi, on ne sait pas où il était, quoi. Donc, voilà, donc ça annulait des événements. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de fort. Lié à apprendre à gérer mes frustrations, il y a la notion aussi d'apprendre à bien comprendre. C'est quelque chose que j'avais intégré, mais peut-être pas encore suffisamment, je m'en suis rendu compte. J'ai intégré plus fort maintenant. Moi, je pars du principe que 90% des événements qui impactent notre vie, on n'en a pas la maîtrise. C'est le principe. Je pourrais discuter à 89% pour ceux qui ne sont pas d'accord, hein. Mais je n'irai pas en dessous de 89%. Quand je dis ça, c'est effectivement qui pouvait savoir 15 jours avant ce qui allait se passer, que pendant 3 mois, on allait bloquer, quoi. Qu'on allait arrêter l'économie pendant 3 mois, les gens allaient rester chez eux, que pour sortir dans la rue, il fallait un papier et puis on pouvait sortir que dans certaines conditions. Personne ne pouvait le dire 15 jours avant. Donc ça s'est vraiment imposé à nous et on a dû apprendre à vivre avec. Et on se rend compte que dans la vie, il y a plein d'événements comme ça, alors pas aussi importants que celui-ci, qui impactent directement notre vie personnelle ou professionnelle, pour lequel c'est pas nous qui avons la maîtrise. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important pour moi de se dire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle et personnelle pour, dans un univers que je ne maîtrise pas, prendre les bonnes décisions pour tendre vers ça. Mais c'est tout, on n'a pas d'autre impact que ça là-dessus. Et là, pour moi, c'était un enseignement assez fort. Autre enseignement, et ça, j'ai travaillé aussi avec pas mal de personnes, des groupes là-dessus, c'est de dire, c'est comprendre qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter à tout moment, quoi, dans notre vie. Hein, donc là, il y a la notion de finitude, hein, des êtres amenés à disparaître à un moment donné d'ici. Tout ce qu'on démarre a une fin qui est déjà programmée. Mais là, ça peut-être encore beaucoup plus fort. Et le fait de prendre conscience de ça, que tout a potentiellement une fin, qu'on n'a pas programmé nous-mêmes la plupart du temps,
ça permet peut-être de vivre mieux et plus pleinement l'instant présent. Hein, c'est que de tout ce qui va se passer, ben là, on fait cet atelier entre nous, voilà, ben c'est du plaisir. C'est prendre du plaisir dans l'instant présent, parce que de toute façon, on sait qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter. Alors, c'est peut-être pas très optimiste comme discours, mais moi, je pense que c'est profondément optimiste, parce que ça nous rend plus forts pour vivre notre vie, ce que fait notre vie terrestre. Lié à ça comme enseignement, je pense aussi, là c'est important pour les dirigeants et les managers, c'est apprendre à aller à l'essentiel. On a une capacité tous à créer des fioritures, à se créer des ruminations dans l'esprit, des choses qui sont pas, qui ne vont pas servir le fait que nous amener vers là où on a envie d'aller, vers là ce qui va nous rendre. Donc voilà, donc c'est apprendre vraiment à couper certaines choses qui avant me perturbaient, puis maintenant, non, elles sont comme ça, et je fais avec, pour me centrer mon énergie sur toutes les actions qui vont me faire du bien pour aller vers le futur. Voilà, c'est quelques petits enseignements, il pourrait y en avoir d'autres, moi, qui me paraissent importants, et effectivement, c'est cette période-là, parce qu'elle a été très, très violente, quelque part, qui nous permet d'en prendre plus facilement conscience. Alors Eric, juste pour terminer, parce qu'on a encore 2 minutes pour finir, avant d'accueillir les questions éventuelles. Comment on ferme la porte du déconfinement, parce qu'on en est encore à ce stade, donc comment on ferme cette porte pour ouvrir la porte du post-confinement? Voilà. Comment on fait cette transition? Si tu avais, je sais que tu as produit une étude sur le sujet, mais si tu avais peut-être 3-4 incontournables à proposer aux chefs d'entreprise, ça serait lesquels? Alors, premièrement, prendre conscience qu'il faut fermer la période, on appelle ça fermer une forme dans notre jargon, pour en ouvrir une autre. Si à un moment donné, on ne ferme pas la porte du confinement, ou cette période que l'on a pu vivre derrière, elle peut traîner dans les esprits. Et fermer la porte, ça veut dire quoi? C'est traiter, entre autres, les vécus émotionnels des gens. C'est se réunir, pas besoin de faire de grandes réunions, mais se réunir et se poser la question, tiens, comment ça s'est passé pour chacun? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui était facile? Comment chacun a pu vivre ça? Qu'est-ce qui était bien dans cette période? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce qu'on pourrait garder? Parce qu'il y a plein de belles choses, notamment on a pu voir sur le télétravail, qui ont existé. Mais qu'est-ce que l'on doit abandonner de cette période? Donc, faire vraiment cette période de fermer cette forme, peut-être aussi par un petit événement qu'il peut y avoir, une réunion, un petit resto, je sais pas quoi, enfin un truc un peu avec un peu aussi de convivialité, de façon à maintenant on ferme et on ouvre l'autre. Et quand on ouvre l'autre, l'idée pour moi c'est de recristalliser les énergies dans un sens bien précis. Alors que les énergies de chacun, encore une fois avec tous les vécus individuels qu'il peut y avoir, elles sont peut-être un peu dans tous les sens. Là, ça passe aussi peut-être par une réunion, ce qui peut être la même, on peut faire mais on ouvre en même temps, mais avec recréer des objectifs mobilisateurs à très court terme. Indépendamment des objectifs habituels de l'entreprise, c'est quoi le petit projet qu'on se donne d'ici l'été ou d'ici fin septembre qui va permettre à chacun de venir se raccrocher, quelque chose où ça va cristalliser comme un essaim qui grossit après de plus en plus pour aller dans un sens donné. Et puis effectivement, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est se reposer la question, mais là collectivement, pas uniquement le patron dans son bureau, sur les nouvelles méthodes de travail. Parce que je crois qu'un enseignement majeur de cette période, c'est que le télétravail existait. Ce qu'on fait là, il y a encore 6 mois, on n'aurait pas su le faire, j'en suis persuadé. On n'avait pas l'idée de le faire. Donc c'est comment toutes ces nouvelles façons de faire vont maintenant s'intégrer dans notre quotidien. Et ça, je pense que c'est un travail à faire avec tout le monde et qui va permettre vraiment de fermer une forme pour ouvrir cette nouvelle forme. Il n'y a pas d'autre action dont on pourra parler tout à l'heure. Très bien, Mathieu. Du coup, pareil, en 2 minutes, parce que toi, tu l'as senti, enfin, tous les chefs d'entreprise le sentent, il y a des nouvelles attentes. Il y a de l'envie de changement, il y a de l'envie de mieux. En même temps, on ne peut pas tout faire. Donc, je sais que tu es en train de réfléchir à ces sujets. Oui. Voilà. Comment tu vas dire? Mais écoute, c'est assez drôle parce que sans le formaliser de manière aussi claire que vient de le faire Eric, finalement, les 3 étapes, on les a prévues. C'est-à-dire que, par exemple, en courant septembre, le confinement a ralenti un petit peu les travaux, mais on a des nouveaux locaux qui vont se terminer
qu'on va réceptionner pendant l'été. Et il est prévu que on fasse la présentation des résultats que nous n'avons pas pu faire encore, toujours pour les mêmes raisons, en présentiel, avec des locaux qui vont nous permettre de le faire avec l'ensemble des équipes pour clore. Alors, on a de la chance, on va le clore avec des bonnes nouvelles en plus, mais bon, ça c'est, je dirais en tout cas, l'acte psychologique de clore, on va le faire. Les nouvelles méthodes de travail, c'est en cours et effectivement, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord un aspect très, j'allais dire logistique, le télétravail, oui, j'étais pas inconvaincu et on va très certainement le maintenir, au moins partiellement, pour donner, je dirais, parce qu'on dit il ne faut pas que le confinement continue, ça c'est vrai. Par contre, la situation sanitaire, elle va continuer. Donc, il ne faut pas la nier non plus. Donc, avoir des méthodes de travail qui, en termes concrets de logistique, permettent aux jeunes parents d'avoir une présence avec leur enfant, par exemple un jour par semaine, alors qu'ils ont démontré pendant des mois qu'en étant contraints toute la semaine, eh ben, que ça marchait quand même, ce serait idiot de ne pas aller dans cette voie-là. Je veux dire, c'est pour le bien de tout le monde, parce que le but du jeu, au final, de mon point de vue, hein, on peut ne pas partager ce point de vue-là, c'est qu'au final, ce qu'attendent les équipes, c'est d'avoir une cohérence beaucoup plus forte entre la vie professionnelle et la sphère privée. Et que, au lieu de toujours opposer le travail comme étant une étape limitante de la sphère privée, ou enfin, cette opposition qui est classique, qu'on vit tous, même à l'échelle de la société, ils sont en attente de logistique et de valeur qui leur permettent de considérer ça comme un tout. Je trie mes déchets à la maison, j'aime que la société investisse dans des panneaux solaires pour contribuer à sa consommation énergétique, d'avoir des locaux qui soient organisés pour prendre soin de moi en termes sanitaires, mais auxquels je participe parce que je veux pas décharger cette responsabilité-là. Donc, comme le disait Eric, impliquer les gens dans des décisions qui pourraient être prises pour la collectivité professionnelle que nous sommes, je pense que c'est. Alors, on est en train d'y réfléchir parce qu'après, il y a comment on le fait. Il faut avoir l'idée, mais après, comment on le fait. Mais c'est très clairement, et je suis tout à fait d'accord avec la nécessité, avec comme but ultime, de trouver une cohérence plus forte, que l'entreprise prenne une position, un rôle sociétal plus fort, en trouvant cette cohérence, encore une fois, entre la sphère privée et le monde professionnel. Ok, bah, merci. Il nous reste du coup une dizaine de minutes. S'il y a des questions, Alicia, je te donne la parole ou à quiconque, voilà, s'il y a des questions, nous sommes à votre écoute. Alors là, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas surtout à en poser, à vous manifester si vous en avez. Bon, en tout cas, j'espère que c'était clair et que vous avez trouvé ces échanges intéressants. Et bah, n'hésitez pas à nous contacter directement à un autre moment si vous souhaitez poursuivre sur ces sujets ou sur un autre. Ouais, Julie, en tout cas, au travers de ces témoignages, le tien, celui d'Éric et celui de Mathieu, il y a il y a aussi deux façons de voir. Hein. C'est des chefs d'entreprise qui ont été un peu déçus de certains de leurs collaborateurs. Et c'est vraiment que, en tout cas, à l'APEX, c'est arrivé quelques fois que certains chefs d'entreprise se manifestent. Et d'un autre côté, il est vrai que ça a été aussi bien une remise en question, comme disait Mathieu, hein, du chef d'entreprise en lui-même, de bien montrer comment on pouvait créer une nouvelle dynamique d'entrepreneuriat et de management d'équipe. Et c'était important. Et comment on pouvait entraîner son équipe. Et en tout cas, je suis ravie pour toi, Mathieu, que les choses soient passées comme ça. Comment Beaucoup de chance. Entraîner son équipe encore plus dans une synergie, dans une dynamique de groupe pour avancer ensemble. L'après, c'est toujours le questionnement. Est-ce qu'on va arriver, tu me posais la question de façon extrêmement intéressante, comment on arrive à les garder dans cette dynamique
positif sortir d'une situation compliquée et en faire une expérience positive et continuer dans cette dynamique positive. Je pense que la confiance, c'est extrêmement important et aussi la confiance qu'ils ont eue pendant cette période-là, de voir que vraiment tu as gardé la tête droite et tu es resté chef à bord en prenant les bonnes décisions. Je pense que c'est primordial et ça va donner beaucoup d'énergie à l'après. Et je pense que pour avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise à l'APEX, c'est aussi le ressenti qu'ils ont. Beaucoup d'entreprises, j'en discutais avec Julie, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont une autre réflexion sur leur propre entreprise, leur propre équipe, pas forcément négative, au contraire positive, de pouvoir réorganiser, réfléchir, avancer différemment et engager. Donc Julie, je te laisse revenir sur toutes les demandes qu'on a eues à l'APEX de recherche de collaborateurs. Ça prouve que c'est bien, avec des postes extrêmement intéressants. Tout à fait. Ouais. Donc je trouve que c'est bien pour l'international et c'est bien pour le territoire de voir que nous on a su, nous en tout cas les entrepreneurs, faire de cette expérience une bonne expérience. Tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu. Elle était particulière, mais elle était enrichissante. Et c'est plutôt ce qui en ressort de beaucoup d'entreprises. On reste soudés et solidaires pour les entreprises qui ont des difficultés aujourd'hui. Et c'est le point fort de l'APEX aujourd'hui. Tout le monde est à l'écoute des autres. Chacun est à l'écoute de chacun pour faire en sorte qu'on s'en sorte en tout cas de la meilleure façon. Julie, Eric et Mathieu, je vous remercie beaucoup. C'était extrêmement passionnant, enrichissant et riche en témoignages. Vous êtes tous les bienvenus jeudi 9 juillet au déjeuner de l'APEX. Je serais ravie de vous rencontrer en présentiel. Ça a été des moments très intenses, les Inspiring Stories, pour moi, de rester connectée avec chacun de vous. Et à très bientôt. À bientôt. Ce sera avec plaisir. À bientôt, Nathalie.